Bonjour et bienvenue dans ce débrief de la finale de la Champions Cup. On vient de vivre un grand moment de sport, une finale féroce, certains diront hachée, mais voilà, qui a été très engagée. On a vraiment vécu un grand moment avec un dénouement assez inédit, assez spectaculaire. Et pendant un bon quart d'heure, on va vous débriefer de tout ça. Avec moi pour en parler, on retrouve Nicolas Zanardi. Salut Nicolas. Salut. Et on retrouve également Marc Duzan. Bonjour Marco. Salut Baptiste. Bon, on commence tout de suite avec cette question. Tu vas y répondre, Nicolas, pour commencer. Pour toi, est-ce que Rochelle qui a perdu, est-ce que Toulouse qui a gagné? Parce que voilà, peut-être que dans le match, on a pas eu l'impression que les Toulousains contrôlaient tant que ça leur sujet. Ce qui est certain, c'est que les Rochelais auront forcément le sentiment d'avoir perdu ce match parce que ils ont raté beaucoup de pots au pied, 3 poteaux, parce qu'ils passent peut-être 10 minutes, voire plus sur la ligne toulousaine sans marquer. On repense à l'en avant de Bourgail. Ils ont eu un énorme déchet que les Toulousains n'ont pas eu. Les Toulousains ont été beaucoup plus efficaces. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de te dire que Toulouse mérite quand même sa victoire, à mes yeux, parce que justement, contrairement aux Rochelais, ils ont été beaucoup plus efficaces et dans une finale, c'est essentiellement ce qui compte. Marco, quel est ton point de vue là-dessus? Ouais, ben, les Rochelais pourront longtemps regretter ces 3 échecs au pied d'IA West, 4 sur 7. Pardon? 3 poteaux en plus. Oui, oui, 3 poteaux, 4 sur 7 en finale de Coupe d'Europe, ben, c'est assez faible comme ratio et c'est pas digne d'un demi d'ouverture de ce niveau-là, quoi. Donc, il y a ça, il y a le carton rouge évidemment de Levani Botier, on y reviendra tout à l'heure, je crois, Baptiste, mais Il ouais, y a ces choix aussi, des mêlées fermées à plusieurs reprises qu'ils ont fait, qui n'a pas payé parce qu'ils n'ont pas marqué, tout simplement. Alors, on pourra regretter une passe de Kerbarlo un peu dans le dos de Botia, on pourra regretter un mauvais choix aussi sur le côté fermé avec Dulin. Voilà, des petits détails, comme on dit toujours. C'est tellement facile à dire, mais c'est toujours ça. C'est à ça que ça se joue une finale, quoi. Et voilà, Toulouse a eu beaucoup moins d'occasions, mais a marqué plus de points à la fin. ouais, tu parlais de Kerr-Barlow que j'ai trouvé excellent globalement sur ce match, mais c'est vrai que sur la dernière munition rochelaise, il faut un coup de pied. Là, on sait pas pourquoi il se débarrasse de ce dernier ballon, quoi, qui est si précieux, quoi. Et ouais, c'est vraiment regrettable alors que la Rochelle est sur un temps fort. Ouais, globalement, pour conclure, on a senti du stress de partout. Enfin, la dernière action des Toulousaines, elle est symptomatique, ou Dupont et Ntamak ne gèrent pas très bien les dernières secondes. Ils oublient, enfin, ils veulent sortir le ballon un peu trop tôt, ça cause une grosse frayeur. Il y a eu du stress de partout, et je crois que globalement, on peut dire que les Toulousains l'ont quand même un peu mieux géré. Vous en avez parlé aussi, cette fameuse décision, surtout en début de match, quand les Rochelais prennent la mêlée à 2 reprises à 5 mètres de l'embut. Alors, c'est toujours facile de dire après coup, alors oui, ils ne marquent pas sur l'action, donc forcément, c'est un mauvais choix. Mais au moment où ils prennent la décision, les Rochelais dominaient Toulousain en mêlée. Est-ce que quand ils prennent cette décision-là de prendre la mêlée plutôt que les points, toi, par exemple, Marc, tu t'arraches les cheveux, tu dis pourquoi ils font ça, ils vont le regretter plus tard, ou tu dis, et pourquoi pas, ils dominent la mêlée, ils sont à 5 mètres, pourquoi pas? Non, non, moi, je suis d'accord avec le choix sur le début de match. Ils sont clairement dominateurs en mêlée. Priso fait beaucoup de mal à Famouina, même si Famouina, par la suite, reprend le dessus. Mais en mêlée, ils sont très forts au début. Cyril Bay, en première ligne, a beaucoup de mal aussi contre Winnie Antonio. Ouais, je pense qu'ils ont fait le bon choix là-dessus. L'axe Skelton-Antonio à droite, c'est monstrueux quand même dans ce secteur de la mêlée fermée. Pourquoi s'en priver? Et c'est toujours pareil au rugby. La qualité d'un choix se mesure à la réalisation d'après. Voilà. Le choix, c'est un choix. Il est ni mauvais ni bon. C'est ce qu'on en fait ensuite voilà. Les pénalités ratées par West, au final, est-ce que c'est des bons choix de les avoir tentés, du coup, si on raisonne comme ça? Oui, forcément, une fois que c'est toujours pareil. Je crois juste qu'ils peuvent vraiment regretter d'avoir manqué de précision et peut-être d'avoir stressé un peu à l'approche de la ligne. C'est ça. Ouais, d'accord. On rappelle donc que les Toulousains remportent cette finale de 5 points, que les Rochers en oublient 9 au pied dans la rencontre, font un en avant dans leur but. Voilà, ne prennent pas, il y a plusieurs reprises, ils peuvent s'en mordre les doigts. On passe à la deuxième thématique, messieurs, on va rester sur la domination des Rocherets. Selon vous, en quoi les Rocherets ont dominé les Toulousains? C'est le sentiment qui se dégage un peu de cette rencontre à la fin, c'est que voilà, La Rochelle a dominé Toulouse, mais que Toulouse, il leur faut très peu de ballons pour au final scorer. Mais sur ces périodes de domination-là, Marco, pour toi, en quoi La Rochelle a dominé Toulouse? Alors, avant le match, on avait interrogé Yannick Bru, le manager de l'Aviron Bayonnais, qui nous disait qu'en l'absence de Julien Marchand,
l'absence de Julien Marchand allait beaucoup peser dans le pack toulousain et que le pack de La Rochelle était le seul sur le continent européen à pouvoir un peu martyriser le pack toulousain. Ça s'est vérifié parce que voilà, le pack rochelais m'a encore une fois bluffé. Hein. Ils les ont fait reculer, ils les ont marqués au fer rouge. Ils sont assez impressionnants, quoi. Ils sont denses, frais, dynamiques. Et ils leur ont fait très, très mal, quoi. Ils en étaient conscients. Hein. Je pense qu'ils pouvaient vraiment se secouer les Toulousains. Je pense d'ailleurs que c'était leur leitmotiv, quoi. Ils ont vraiment voulu les défoncer, pardon du mot, sur la ligne d'avantage pour les faire déjouer, tout simplement. Et malheureusement pour eux, ils sont allés un peu au-delà de l'excès, ce qui a coûté le carton rouge ce carton rouge à Botia, qui fait probablement pencher le match en la faveur de Toulouse. Mais oui, globalement, là où ils les ont dominés, c'est physiquement, c'est clair. Et on peut penser que s'il y a de nouveau un affrontement entre La Rochelle et Toulouse, même si Toulouse a gagné, La Rochelle aura un petit ascendant psychologique de ce point de vue-là. J'ai l'impression que la sortie de Richie Arnold a pesé quand même, hein, dans le pack toulousain. J'ai trouvé Joté Coury un peu moins tranchant qu'à l'habitude, un peu moins présent. Bon. Ouais, pas préparé, peut-être à rentrer. Il a fait son job encore, hein, à 38, 39 ans. Plus tout jeune. Mais oui, non, mais c'est une réalité aussi. Certainement. Certainement que, en plus, avec Richie Arnold, il pensait probablement embêter les Rochelais autrement, autour des portées, autour de la mêlée, etc. Ça a probablement pesé, c'est sûr. Alors, une fois qu'on met ce côté physique, ou ok, d'accord, La Rochelle a dominé les impacts, a dominé Toulouse physiquement et notamment en mêlée aussi. Est-ce qu'il y a un autre secteur où les Rochelais vous ont peut-être surpris, peut-être la défense à 14 contre 15 pendant tout le match face à Toulouse? On aurait pu croire que rapidement ils allaient prendre l'eau et finalement Toulouse ne va chercher les couloirs des 5 mètres qu'une seule fois pour percer. Est-ce que la défense rochelaise aussi, pendant toute cette heure à jouer à 14 contre 15, vous a surpris aussi, vous a impressionné, Nicolas? Ils étaient tellement dominateurs sur la ligne d'avantage qu'au final, leur infériorité, elle ne s'est pratiquement pas vue, quoi. Les Toulousains ont été incapables, enfin dans l'incapacité pratiquement de jouer debout, de se réussir à faire une ou deux passes après contact qui les place généralement dans cette avancée qui leur permet d'aller au large. Là, techniquement, ils ont très peu avancé, ils ont dominé très peu de collisions, ils n'ont pas pu, hormis sur cette occasion d'essai, ce seul ballon pratiquement. Il y en a un en première mi-temps où Baptiste Level commet un en avant, pardon, ou l'essai probablement fait s'il attrape le ballon. Mais oui, ils ont eu très très peu d'occasions parce que les Rochelais étaient beaucoup plus costauds. D'accord, très bien, messieurs. On va continuer sur la troisième thématique. Selon vous, quel est le tournant du match? On pense forcément au carton rouge de Levani Botia qui arrive à la 28e minute de jeu, Marc. Ouais, on va pas être très originaux là-dessus, évidemment, que c'est le carton rouge de Levani Botia. Le plaquage, il est d'une violence dingue, quoi. Quelle faute, quoi. Quelle sauvagerie sur le geste, quoi. Et je me demande même comment Maxime Médard fait pour terminer ce match. Ouais. Enfin, on voit sa tête qui part totalement. Enfin, on voit le blanc des yeux, oui, c'est très impressionnant. Le chaos d'un boxeur, quoi. C'est d'une violence rare. Donc évidemment qu'il mérite son carton rouge et évidemment que c'est le tournant du match, puisque l'essai de Juan Cruz Malia, s'il y avait eu Botia au milieu du terrain, je pense que Malia ne marquait pas cet essai, quoi. Il n'y aurait pas eu de trou. Et voilà, donc oui, évidemment que le tournant du match est là et pareil. Ouais, c'est d'autant plus le tournant du match que les Rochelais ont déjà, hein, par la voix de Geoffrey Doumerou, mais vont probablement regretter qu'un ou deux plaquages toulousains un peu hauts n'aient pas été sanctionnés de la même manière, au moins d'un carton jaune, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une ou deux interventions qui ont été limites et qui sont passées plus à l'as. Voilà, c'est avoir joué pratiquement une heure à 14, ça a forcément pesé, oui, c'est certain. Notamment au moment de faire pencher la balance dans les 5 dernières minutes. Ouais. Même si on a eu le sentiment que pendant 5 minutes, oui, ça a un peu révolté les Rochelais. Derrière le carton rouge, ils font 5 minutes assez impressionnantes. Mais c'est l'occasion pour nous de parler quand même de Levani Botia. C'était un peu le sujet de la semaine. Jouera-t-il pas? Sera-t-il remis physiquement? Et au final, vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que même à part ce carton rouge, il passe un peu au travers de sa finale. Il fait un en avant important à 5 mètres de l'embut, juste après cette série de mêlées dont on parlait, où les Rochelais refusent de prendre les 3 points. Je ne suis pas sévère avec lui parce que la passe est vraiment pas bonne. Tu vois, du demi de mêlée. La passe est vraiment pas bonne du demi de mêlée sur le coup. Après, écoute, on ne peut pas le juger, la finale de Levani Botia, malheureusement. Enfin, si, on peut la juger parce qu'il a coûté un carton rouge et probablement le match à son équipe. Voilà. Ouais. Mais après, à dire qu'il soit
C'est tellement cruel pour lui, je crois. Oui, on ne va pas tirer sur une ambulance. Voilà. Oui, voilà. Il a coûté le match à son équipe, c'était ainsi. Il aura valu Personne beaucoup ne le d'autres dira victoires. parce que, voilà, mais oui, c'est l'évidence. Et on le sait en plus que voilà, les suspensions pour la Coupe d'Europe comptent aussi pour le top 14. Vani Botia a peut-être terminé sa saison suivant le nombre de semaines qu'il va recevoir après, comme on dit, ce plaquage très, très dangereux, plus que limite. Et voilà, on espère le revoir sur les terrains quand même si cette action-là était de carton rouge et amplement méritée. On finit, messieurs, avec une dernière question. Pour vous, qui est l'homme de la rencontre? Qui est l'homme du match? Marc, qui est-ce que tu as dégagé de ton côté qui a été pour toi le meilleur joueur de cette finale? Alors, on a eu un débat avec Nicolas tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé Romain Tamac très bon, quoi, juste au pied, juste dans ses choix, toujours animé de ce sang-froid qui fait sa marque de fabrique depuis quelques années maintenant. Ouais, moi, je l'ai trouvé très bon dans sa conduite du jeu. Ouais, moi, j'étais pas tout. Je l'ai pas trouvé mauvais, loin s'en faut. Je suis pas si méchant que ça. Mais voilà, il a commis des petites erreurs en première mi-temps, un coup de pied en touche, direct en touche. Non, pardon, une touche non trouvée, un petit en avance d'une chandelle, 2-3 transmissions ratées. Il était visé par les Rochelais et globalement, je l'ai trouvé un petit peu plus sous pression. Par contre, très juste au pied, était fort en défense comme d'habitude. La sortie de Botia, je pense, lui a fait du bien aussi dans sa tête parce qu'il était clairement sous sa pression. Mais moi, je mettais plus en avant François Cros, que j'ai trouvé excellentissime et d'un courage formidable, quoi. Il s'est jeté sous les pieds de Skelton peut-être 10 fois dans la partie, sous les jambes d'Antonio. Je veux dire, il faudrait regarder en détail les séances de jeu à 5 mètres. Je pense qu'il est toujours dessous, quoi. Il est un petit peu court sur les Pierre Barlon, mais personne ne lui en voudra. Sur les montées, coup de pied, il était toujours premier. Enfin, moi, je l'ai trouvé fabuleux, François Cros. Vraiment. Et côté, et je trouve ça bien de mettre ce genre de joueur en avant de temps en temps, surtout dans un match aussi fermé qu'a pu l'être cette finale. Côté Rochelet, on peut quand même souligner la performance de Winnie Antonio, très costaud en mêlée, très fort balle en main, qui a mis quelques tampons assez spectaculaires aussi. Et il revient à son meilleur niveau, Winnie, et c'est une bonne chose avant la tournée en Australie, je crois. J'ai trouvé venir ce que j'en pensais, mais Pierre Bourgarit, très très bon aussi côté Rochelet, lucide malgré son hyperactivité pendant une heure. Nicolas. Oui, bon, saignant. Voilà, il regrettera certainement très longtemps cet en avant qui aurait pu faire basculer le match, clairement, qui aurait pu faire tourner le match en la faveur des siens. Il y a eu un super duel d'ailleurs entre lui et Movaca. Movaca qui était un petit peu sous pression parce que Julien Marchand n'était pas là, il fallait assurer. Et il a fait plus qu'assurer pendant 70 minutes. Malgré une blessure à l'œil très très tôt, il a sorti un match de très très haut niveau. Et c'est là où on voit la profondeur de l'effectif du Stade Toulousain. C'est quelque chose d'assez impressionnant d'être capable de sortir un Movaca à ce niveau-là en l'absence de Julien Marchand. Voilà. Les étoiles ne tombent pas toutes seules. C'est vrai qu'on est vraiment armé en France avec ce poste de talonneur. Bourgarit, qui avait beaucoup de déchets sur les lancers en touche au début de sa carrière, je crois qu'il fait un 100% encore sur ses lancers aujourd'hui, Bourgarit. Quand on ajoute son activité au sol et balle en main, en fait, c'est quand même un talonneur extraordinaire. Et Movaca a prouvé qu'il pouvait être aussi au niveau. Voilà, pour ce duel, pour les prétendants à une place en équipe de France derrière, Julien Marchand, juste pour revenir pour conclure sur les deux joueurs que vous avez cités, Romain Tamac et François Cros, côté toulousain pour être homme du match. Voilà, les deux sont tout simplement impliqués sur l'essai de la rencontre, l'essai toulousain de la rencontre. C'est Ntamak qui allonge la sautée pour François Cros en bout de ligne, qui retrouve après Malia à l'intérieur. Donc voilà. En plus de leur activité, donc on va parler le pied pour Romain Tamac et l'hyperactivité en défense pour François Cros. Les deux hommes sont impliqués sur l'action qui fait la différence de cette rencontre. Donc voilà, une distinction amplement méritée pour ces deux hommes. On rappelle également qu'Antoine Dupont a été élu meilleur joueur de la compétition. C'est la première fois qu'un Français reçoit cette distinction, meilleur joueur européen de l'année du coup. Et on vous rappelle aussi que les notes sont à retrouver sur midiolympique.fr Rugbyrama, signé par Marc Bizot et Nicolas Zanardi. Voilà, à retrouver déjà dès maintenant sur nos sites internet. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débrief. Avec plaisir. Baptiste. Et bonne fin de week-end. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.